Je vais commencer par une véritable problématique, c'est l'inertie thérapeutique. Il faut savoir que 27% de nos patients diabétiques de type 2 ont uniquement une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 7%. Et il faut savoir que 60% de nos patients restent sous antidiabétiques oraux avec un retard à l'initiation à l'insuline d'une moyenne de 20 ans chez 40%. Cette problématique ne concerne pas uniquement le Maroc, mais c'est une problématique qui est mondiale, puisque dans cette revue de la littérature, l'inertie thérapeutique, elle concerne même les pays où les systèmes de santé sont très robustes, notamment les États-Unis, avec une prévalence de l'inertie thérapeutique de 35 à 85%. Et donc, on va se poser la question suivante, quelles sont les barrières, que ce soit à l'initiation ou à l'intensification du traitement? En fait, il y a plusieurs barrières qui sont liées soit aux soignants, soit aux patients. En l'occurrence, la peur des injections, de l'autosurveillance glycémique, l'altération de la qualité de vie, et il y a également le temps dédié à l'éducation thérapeutique pour instaurer une insulinothérapie, en plus de la peur des hypoglycémies. Et la peur des hypoglycémies, c'est l'un des principaux facteurs à l'inertie thérapeutique qui est retrouvé chez le patient et également chez le soignant. Et ces hypoglycémies répétées seraient associées à une augmentation de la morbimortalité cardiovasculaire. Et l'exemple type de cette surmortalité cardiovasculaire, c'est le Didin-Bed syndrome qui concerne des patients diabétiques type 1 sans signe annonciateur, puisque vu un état d'hyperinsulinisme, on aura une hypoglycémie, une hypocalémie. Et si on a un terrain qui est prédisposé, on aurait ce syndrome qui est heureusement rare chez les patients diabétiques. En plus, ces hypoglycémies répétées sont associées à une altération de la qualité de vie de nos patients, sans oublier le retentissement socio-économique qui est lié aux hospitalisations au niveau des services des urgences, en plus de l'absentéisme. Ces hypoglycémies répétées seraient associées à une augmentation des troubles cognitifs et également c'est l'un des principaux facteurs de déséquilibre glycémique puisque suite à l'hypoglycémie, on aurait une stimulation des synthèses de la sécrétion des hormones de la contre-régulation, notamment les catécholamines, le cortisol et le GH, qui ont un effet hyperglycémiant. Et donc, on aura un effet somogie avec hyperglycémie réactionnelle. Et donc, on aura un cercle vicieux avec des hypoglycémies et des hyperglycémies. Un autre paramètre qu'on doit prendre en considération lors de la prise en charge de nos patients diabétiques, c'est la variabilité glycémique. Et il est clairement établi que cette variabilité glycémique, elle déclencherait un stress oxydatif. Et ce stress oxydatif serait associé à une augmentation des événements cardiovasculaires majeurs, de la mortalité toute cause. En plus, c'est un facteur qui aggrave de façon significative les hypoglycémies sévères. Et dans cette revue de la littérature récente, cette variabilité glycémique avec des hypoglycémies et des hyperglycémies excessive, elle est associée à l'apparition de complications dégénératives, que ce soit les complications macroangiopathiques et également les complications microangiopathiques. Et donc, dans notre pratique, nous avons besoin des nouvelles insulines, des insulines de nouvelle génération, qui sont associées à une diminution des risques d'hypoglycémie, à un meilleur contrôle glycémique avec l'amélioration des temps passés dans la cible et également une moindre variabilité glycémique, ce qui va aboutir à une diminution des complications. Et l'insuline Glargine 300, c'est une insuline de nouvelle génération qui répond très bien à ces critères. Il s'agit d'une formulation hyper concentrée de l'insuline Glargine 100, c'est-à-dire on aura le même nombre d'unités dans un tiers de volume et donc on aura une surface d'échange qui est réduite entre le tissu sous-cutané et la flaque d'insuline et donc on aura un taux de résorption qui est réduit, ce qui va impacter de façon positive sur les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques avec un profil qui est
plus plein et donc une moindre variabilité glycémique, et on a une durée d'action qui est plus prolongée par rapport à la glargine 100 qui dépasse les 36 heures. Qu'en est-il de l'efficacité et la tolérance de cette nouvelle insuline par rapport à la glargine 100 chez les patients diabétiques type 2? En fait, dans cette méta-analyse qui a regroupé les études édition 1 et 2 et 3, l'étude édition 1 a concerné des patients diabétiques type 2 ce basal bolus, l'édition 2 a concerné des patients diabétiques type 2 ce basal plus avec antidiabétique oraux, et l'édition 3 a concerné des patients diabétiques type 2 insulino-naïfs. Donc dans cette méta-analyse, vous voyez ici clairement que les courbes sont comparables en ce qui concerne la réduction de l'hémoglobine glyquée. Et donc, d'après cette méta-analyse, l'efficacité, elle est confirmée en ce qui concerne la baisse de l'hémoglobine glyquée. Si on veut comparer le pourcentage du patient qui ont pu atteindre l'objectif glycémique, vous voyez ici qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre le groupe glargine 100 et le groupe glargine 300. Également, dans cette méta-analyse récente publiée en 2023, qui a regroupé 15 essais randomisés contrôlés avec 7082 patients diabétiques type 2, l'efficacité de l'insuline glargine 300 est confirmée par rapport à l'insuline glargine 100. Qu'en est-il de la tolérance? Pour la tolérance, si on revoit la méta-analyse édition, vous voyez ici un point très important, c'est la réduction des hypoglycémies nocturnes avec l'insuline de nouvelle génération, la glargine 300, avec une réduction de 31% des hypoglycémies nocturnes et également une réduction de 14% des hypoglycémies à tout moment de la journée. Et cette réduction des hypoglycémies, elle est observée dès la phase de titration. Et vous savez très bien que cette phase, elle est très décisive dans la poursuite de l'insulinothérapie et dans l'adhésion. Et un autre point très important, c'est le nombre de patients à traiter pour réduire ces hypoglycémies. C'est un nombre qui est de l'ordre de 1 patient sur 16 pour pouvoir réduire ce risque d'hypoglycémie nocturne. Également, dans cette méta-analyse récente, il y avait une réduction significative des hypoglycémies sévères et confirmées, une réduction significative des hypoglycémies nocturnes, et concernant le paramètre de poids, avec l'insuline glargine 300, dans cette méta-analyse et même dans la méta-analyse édition, la prise de poids était significativement inférieure sur glargine 300 versus la glargine 100. Pour les doses d'insuline, paradoxalement, il y avait des doses d'insuline significativement inférieures avec la glargine 100 par rapport à la glargine 300. Et là, un point très important dans la pratique, si on veut switcher d'une insuline glargine 300 vers l'insuline glargine 100, là, il va falloir réduire la dose de 20% lors du switch. Qu'en est-il de la comparaison de l'insuline glargine 300 versus l'insuline degludec? En fait, il y avait l'étude BRIGHT, qui était le premier essai randomisé contrôlé, qui a comparé l'insuline glargine 300 versus l'insuline degludec chez des patients diabétiques type 2 insulino-naïfs qui étaient sous antidiabétiques oraux plus ou moins agonistes de GLP-1. Et il y avait 2 groupes, un groupe sous glargine 300 et un autre groupe sous insuline degludec. Pour le critère de jugement principal, c'était la baisse de l'hémoglobine glyquée. Après 24 semaines de traitement, vous voyez ici que les courbes sont superposables en ce qui concerne la baisse de l'hémoglobine glyquée, et donc l'efficacité, elle est comparable entre la glargine 300 et l'insuline degludec. Pour le critère sécurité et surtout l'incidence des hypoglycémies, à n'importe quel moment, durant toute la période de l'étude, c'est-à-dire 24 semaines, il n'y avait pas de différence statistiquement significative en ce qui concerne le risque des hypoglycémies à n'importe quel moment, mais si on se focalise sur la phase de titration, il y avait une réduction significative des hypoglycémies à n'importe quel moment de la journée avec l'insuline glargine 300. Pour les hypoglycémies nocturnes, il n'y avait pas de différence statistiquement significative
entre les deux groupes. Donc on a vu à travers les méta-analyses l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de l'insuline glargine 300 versus que ce soit versus la glargine 100 et versus l'insuline dégludec. Et maintenant, on va aborder l'aspect pratique de l'utilisation de l'insuline glargine. Et pour ce faire, on va voir ce cas clinique qui concerne une jeune patiente de 54 ans qui a une forte hérédité diabétique. Elle est diabétique de type 2 depuis 12 ans, sous metformine 2 grammes par jour, vildagliptine et glimipéride 4 mg par jour. Pour l'évaluation dégénérative, elle a une rétinopathie diabétique débutante. Il n'y a pas de cardiopathie, ni d'insuffisance cardiaque, ni de maladie rénale chronique liée au diabète. Sur le plan fonctionnel, c'est une patiente qui rapporte un syndrome polyuropolydipsique avec un amaigrissement non chiffré. Pour l'examen clinique, on a un IMC à 27 kg par mètre carré avec un tour de taille à 92 cm. Et la glycémie à jeun chez notre patiente, elle est à 2 grammes avec une hémoglobine glyquée qui est à 9% sur 12 mois de traitement. C'est pourquoi j'ai insisté durant le début de la présentation sur la notion d'inertie thérapeutique. Et c'est une patiente qui a refusé l'instauration de l'insuline par peur des hypoglycémies. Donc si on veut analyser notre patiente, on est devant une patiente qui est jeune. Elle a une forte hérédité diabétique, donc il va falloir insister sur le dépistage familial. C'est une patiente qui a comme facteur de risque cardiovasculaire la ménopause, le surpoids avec l'obésité androïde. Et c'est une patiente qui est en prévention primaire, sans maladie rénale chronique liée au diabète, avec une rétinopathie diabétique débutante. Et elle a un diabète qui est ancien, sous trithérapie à dose maximale. Déjà à l'interrogatoire, on a des signes d'insulinocarence puisqu'elle rapporte un syndrome polyuropolydipsique avec l'amaigrissement. Et à partir de taux de l'hémoglobine glyquée, on pourra déduire quelle est l'hyperglycémie qui prédomine. Est-ce que c'est l'hyperglycémie basale ou bien l'hyperglycémie postprandiale? En général, dès que l'hémoglobine glyquée dépasse 8,5, là, on a un problème d'hyperglycémie basale. Et donc, si notre patiente, il va falloir instaurer une insuline basale pour faire baisser l'hyperglycémie basale. Donc, chez notre patiente, on va fixer l'objectif de l'hémoglobine glyquée et selon les recommandations de l'ADA, il n'y avait pas de modification. On va prendre en considération plusieurs paramètres pour identifier l'objectif de l'hémoglobine glyquée qui doit être individualisé en fonction du profil patient. Et donc, si on va prendre en considération les différents critères, le risque d'hypoglycémie, c'est une patiente qui est sous sulfamide, quand même il y a un risque d'hypoglycémie. C'est un diabète qui est ancien, puisqu'elle a 12 ans d'évolution. C'est une patiente qui a une espérance de vie qui est prolongée, peu de comorbidité, peu de complications cardiovasculaires, et c'est une patiente qui est motivée. Donc chez notre patiente, on va fixer un objectif d'hémoglobine glyquée qui est inférieur à 7%, ce qui correspond à des glycémies préprandiales entre 0,80 et 1,30 g et des glycémies postprandiales inférieures à 1,80 g. Donc, si on veut analyser ce cycle glycémique, déjà, quelles sont vos remarques concernant ce cycle glycémique? On a surtout un problème d'hyperglycémie basale. On a des glycémies à jeun et des glycémies préprandiales qui ne sont pas aux objectifs déjà fixés. Et si on veut analyser les deltas glycémiques, c'est-à-dire la différence entre la glycémie postprandiale et les glycémies préprandiales, c'est un delta glycémique qui est correct. Et donc notre patiente, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a un problème d'hyperglycémie basale et donc elle a besoin d'une insuline basale pour faire une translation en bas de la courbe d'hyperglycémie. Si on voit les dernières recommandations de l'ADA publiées en 2023, en fait, ces recommandations placent les agonistes de GLP-1 ou bien le double agoniste de GLP-1 et le GIP en premier avant l'insuline basale. Mais là, il faut savoir qu'il y a un profil particulier à cette prescription. Ce sont généralement des patients diabétiques type 2 en prévention secondaire avec obésité, une hémoglobine glyquée pas trop élevée
aux alentours de 8, 8,5. Et ce sont des patients avec une hémoglobine glyquée qui n'est pas très élevée. Et donc, chez notre patient, déjà, on a un problème d'hyperglycémie basale, on a des signes d'insulinocarence, et donc l'indication de l'insulinothérapie basale est posée chez notre patiente. Et donc, chez cette patiente, on a opté pour une insuline Glargine 300, vu la durée d'action qui est prolongée, vu le profil qui est plein, la faible variabilité glycémique et surtout le risque moindre d'hypoglycémie. Comme j'ai dit, c'est une patiente qui avait une résistance à l'instauration de l'insuline. Il suffit d'expliquer aux patients qu'il y a des études qui sont menées avec ces insulines de nouvelle génération et qui ont démontré qu'il y a une réduction significative de risque des hypoglycémies. Donc, avec la Glargine 300, on a également une moindre prise pondérale qui a été démontrée dans les différentes méta-analyses et avec un coût qui est accessible. Et un autre point très important qu'il faut expliquer aux patients, c'est la flexibilité d'administration. Ils ne sont pas obligés à mettre l'injection au même horaire. Donc, le patient il a le libre choix de faire soit l'injection le matin ou bien l'injection le soir avec une flexibilité de plus ou moins 3 heures. En pratique, comment on va initier la Glargine 300 chez les patients diabétiques type 2? Chez un patient diabétique type 2 insulino-naïf, là, on va commencer par 10 unités ou bien 0,1 à 0,2 unités par kilo. Pour les patients qui sont déjà sous insuline basale, si mon patient il est sous une seule injection d'insuline basale, là, pour faire le switch, on va garder la même dose. Si on est devant un patient qui est sous 2 insulines basales, là, on va réduire la dose de 20% pour faire le switch vers la Glargine 300. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire le switch vers la Glargine 300, vers la Glargine 100, il va falloir réduire la dose de 20%. Et ça a été démontré dans les méta-analyses qu'avec l'insuline Glargine 300, on a des doses plus importantes par rapport à la Glargine 100. Il ne suffit pas d'initier l'insuline. Toujours, il faut expliquer aux patients l'intérêt de la titration. Donc, on va instaurer l'insulinothérapie, comme j'ai dit, à raison de 10 unités, mais il faut expliquer le patient la nécessité de faire une titration. Et la titration, elle se fait en demandant des glycémies à jeun 3 jours de suite, et on calcule la moyenne de la glycémie. Si la glycémie à jeun elle dépasse les objectifs fixés, là, on va augmenter les doses de 2 unités toutes les 3 jours. Si mon patient fait une hypoglycémie, là, je dois poser la question, je dois chercher la raison de cette hypoglycémie avant de réduire la dose de 10 à 20%. Pour la gestion des antidiabétiques oraux, après instauration de l'insuline, pour les antidiabétiques oraux chez notre patiente, on va maintenir la metformine pour améliorer l'insulinosensibilité. Pour les sulfamides, puisqu'on est devant une patiente qui a une hémoglobine glyquée à 9%, là, on va réduire la posologie des sulfamides de 50%. Mais si on a un taux d'hémoglobine glyquée en moyenne de 8,5%, dans ce cas-là, on pourra arrêter les sulfamides, quitte à les reprendre par la suite en fonction du profil glycémique de la patiente. Pour les patients qui sont sous inhibiteurs de SGLT2, là, il faut poursuivre le traitement, notamment chez les patients qui sont en prévention secondaire ou les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale chronique. Et d'ailleurs, le professeur Gundouz a très bien parlé des avantages des inhibiteurs de SGLT2 chez ce profil patient. Donc, on a instauré l'insulinothérapie et je vais insister sur un point très important, c'est l'éducation thérapeutique du patient. C'est un point très important. Il ne suffit pas d'instaurer l'insuline avec une insuline de nouvelle génération. Là, toujours, il faut insister sur une bonne éducation thérapeutique puisque ça constitue l'une des principaux paramètres qu'on doit
discuter avec le patient pour assurer une meilleure observance de traitement, une meilleure adhérence avec une meilleure adhérence au traitement, une meilleure efficacité. Et malgré toutes les avancées thérapeutiques, l'éducation thérapeutique occupe une place très importante. Donc, quels sont les paramètres qu'on va voir avec le patient? C'est surtout les injections d'insuline. On doit éduquer le patient sur les sites d'injection, sur les techniques d'injection d'insuline, comment faire les injections d'insuline, le choix des aiguilles, de préférence il faut préférer les aiguilles de 4 mm, et bien sûr le changement des sites d'injection pour éviter la formation des lipodystrophies, et bien sûr toujours il faut expliquer aux patients les signes d'hypoglycémie et les modalités de resucrage. Et bien sûr, les modalités de conservation de l'insuline et les modalités de l'autosurveillance glycémique. Qu'en est-il de l'utilisation de l'insuline glargine 300 chez des populations spéciales? Pour les patients qui ont une insuffisance rénale, en fait, il y avait des études qui ont évalué l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de l'insuline glargine chez ce profil patient, avec une efficacité qui est confirmée et une sécurité qui est confirmée, notamment une réduction des risques des hypoglycémies nocturnes et les hypoglycémies à n'importe quel moment de la journée. Pour les patients âgés, en fait, il y avait une étude senior qui a évalué l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de l'insuline glargine chez les patients âgés. Et donc, cette étude a confirmé l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de ce type d'insuline chez cette population spéciale. Une autre étude qui vient d'être publiée, ça concerne les patients diabétiques type 2 avec hypoalbuminémie, notamment les patients qui ont un taux d'albumine qui est inférieur à 38 grammes par litre. En fait, dans cette étude, il y avait 30 patients diabétiques de type 2 qui étaient mis soit sous insuline glargine 300 ou bien l'insuline dégludec. Et dans cette étude, ils ont constaté qu'avec l'insuline glargine 300, chez les patients diabétiques type 2 avec hypoalbuminémie, il y avait une réduction de risque des hypoglycémies nocturnes. Et donc, ça pourrait être une insuline qui va être privilégiée chez ce profil patient avec hypoalbuminémie. Et donc, pour conclure, l'insuline glargine 300, elle a une efficacité glycémique qui est confirmée par les différentes méta-analyses, par les différentes études, et donc un contrôle glycémique qui est comparable à la glargine 100 et à l'insuline dégludec qui était démontrée dans l'étude Bright. Avec ce type d'insuline, on a une réduction des risques des hypoglycémies nocturnes et des hypoglycémies sévères et des hypoglycémies à tout moment de la journée, avec un profil glycémique qui est plus plat et une durée d'action qui est plus prolongée par rapport à la glargine 100 qui dépasse les 36 heures. Et on a également une sécurité d'utilisation chez les patients avec insuffisance rénale chronique. Un autre point qui est démontré avec l'insuline glargine 300, c'est la faible variabilité glycémique intra-individuelle. Et puisqu'on a une faible variabilité glycémique intra-individuelle, on aurait une meilleure titration, une meilleure stabilité et donc une meilleure gestion de l'insulinothérapie. Un autre avantage qu'il faut expliquer aux patients, c'est la flexibilité d'administration. Comme j'ai dit, c'est une flexibilité qui est plus ou moins 3 heures, sans oublier une amélioration de la qualité de vie de ces patients. Et il ne faut pas oublier la sécurité cardiovasculaire qui est démontrée avec l'insuline glargine 100 et qui pourra être appliquée sur la glargine 300 puisque le métabolisme in vivo, il est le même. Et donc la sécurité cardiovasculaire chez les patients à haut risque cardiovasculaire, elle est confirmée, sans oublier la bonne tolérance. Et je vous remercie.